Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en compagnie de Victor Hugo et de ses deux drames romantiques que sont Hernani et Ruy Blas, et nous allons nous intéresser à la mort du héros dans ces deux drames. Je vous propose une séance organisée en deux temps. Tout d'abord, on s'intéresse à la mort d'Henri Blas et ensuite, on met en comparaison cette mort avec celle que l'on a pu observer précédemment dans Hernani. Alors, tout d'abord, la mort d'Henri Blas. Plutôt que de lire, je vais laisser la parole à des gens dont c'est le métier et je vous propose un enregistrement audio d'une mise en scène réalisée par Jean Villard pour le Théâtre National Populaire et c'est la photo qui est à votre écran parce qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien, avec Gérard Philippe, donc dans le rôle de Ruy Blas. Je mets le texte sous vos yeux et je lance l'audio. Maintenant, madame, il faut que je vous dise. Je n'approcherai pas. Je parle avec franchise. Je ne suis point coupable autant que vous croyez. Je sens ma trahison, comme vous la voyez, doit vous paraître horrible. Oh, ce n'est pas facile à raconter. Pourtant, je n'ai pas l'âme vile. Je suis honnête au fond. Cet amour m'a perdu. Je ne me défends pas. Je sais bien, j'aurais dû trouver quelques moyens. La faute est consommée. C'est égal. Voyez-vous, je vous ai bien aimé. N'ayez pas peur. Je n'approcherai point. À votre majesté, je vais de pointe en pointe vous dire. Oh, croyez-moi, je n'ai pas l'âme vile. Aujourd'hui, tout le jour, j'ai couru par la ville comme un fou. Bien souvent même, on m'a regardé. Auprès de l'hôpital que vous avez fondé, j'ai senti vaguement à travers mon délire une femme du peuple essuyer sans rien dire les gouttes de sueur qui tombaient de mon front. Ayez pitié de moi, mon Dieu, mon cœur se rompt. Que voulez-vous? Que vous me pardonniez, madame. Jamais. Jamais. Bien sûr. Non, jamais. Ruy Blas prend la fiole de poison, la porte à ses lèvres et la vide d'un trait. Triste flamme, éteins-toi. Que fait-il? Rien, mes mots sont finis. Rien, vous me maudissez, moi je vous bénis, voilà tout. Dans César. Quand je pense, pauvre ange, que vous m'avez aimé. C'est une étrange. Qu'avez-vous fait? Dis-moi. Réponds-moi. Parle-moi. César, je te pardonne et t'aime. Et je te crois. Je m'appelle Ruy Blas. Ruy Blas, je vous pardonne. Mais qu'avez-vous fait là? Oh, je te l'ordonne. Ce n'est pas du poison, cette affreuse liqueur, dis. Si, c'est du poison. Mais j'ai la joie au cœur. Permettez, ô mon Dieu, justice souveraine, que ce pauvre laquais bénisse cette reine, car elle a consolé mon cœur crucifié, vivant par son amour, mourant par sa pitié. Du poison. Dieu, c'est moi qui l'ai tué. Je t'aime. Si j'avais pardonné. J'aurais agi de même, je ne pouvais plus vivre. Adieu, fuyez d'ici. Tout restera secret. Je meurs. Ruy Blas! Merci. Je reprends donc la parole après cette jolie scène et on essaie de regarder ensemble ce que l'on peut en dire. Alors, tout d'abord, il ne vous aura pas échappé qu'il y a deux temps distincts dans le dénouement. Il y a une première partie qui présente les révélations de Ruy Blas et son suicide, et puis une deuxième partie qui est marquée par les réactions de la reine, notamment son aveu amoureux. Alors le premier mouvement, tout ce qui concerne les révélations, le suicide de Ruy Blas, finalement est assez proche de la tragédie.
C'est le temps des révélations. On a un lexique évidemment lié à la culpabilité, une attitude très humble puisqu'il se tient à genoux. Et d'ailleurs, dans cette façon dont il se tient à genoux devant la reine au moment de mourir, on peut remarquer sans doute une référence discrète à la scène 2 de l'acte 2. Je vous ai copié ici un petit extrait où Ruy Blas disait, ou plutôt écrivait: Madame, sous vos pieds, dans l'ombre un homme est là, qui vous aime, perdu dans la nuit qui le voile, qui souffre, ver de terre amoureux d'une étoile, qui pour vous donnera son âme s'il le faut, et qui se meurt en bas quand vous brillez en haut. Cette scène de dénouement, on le voit finalement, sur la scène, met en scène la prédiction qu'avait faite Ruy Blas, lui en bas qui meurt et elle qui brille en haut. Et il ne vous aura pas échappé, petite digression, la beauté de ce ver qui souffre, ver de terre amoureux d'une étoile. On est ici, puisqu'il s'agit de l'accomplissement finalement de quelque chose que Ruy Blas avait imaginé, dans l'accomplissement du fatum de la tragédie. On remarque ici également un passage qui est très riche en émotions. Alors cette émotion, le dramaturge l'a traduit par des choix stylistiques, notamment celui d'un vers disloqué. On a de nombreux enjambements. On a également des exclamations nombreuses, une interjection, et puis une syntaxe bouleversée qui va rendre compte de l'égarement de Ruy Blas. Cette syntaxe bouleversée, elle va rompre notamment avec les progressions thématiques qui permettent habituellement la progression logique du discours. Alors, je vous donnais un extrait ici. Je suis honnête au fond, cet amour m'a perdu, je ne me défends pas. On a ici l'insertion de cet amour m'a perdu au milieu de deux phrases qui ont un pronom personnel je en sujet, et ce changement de, de statut, de fonction du je qui passe de sujet à objet dans cet amour m'a perdu, marque une rupture finalement dans la progression logique. On peut remarquer aussi dans ce passage un discours qui est en lien avec le fait religieux. Alors il y a évidemment la faute qu'avoue Ruy Blas et qui est en lien, hein, la faute vient du vocabulaire du lexique religieux. Et puis il y a une référence à un épisode biblique. Quand Ruy Blas dit « J'ai senti vaguement, à travers mon délire, une femme du peuple essuyer sans rien dire les gouttes de sueur qui tombaient de mon front ». Il s'agit ici d'une référence à un épisode biblique qui a lieu après la condamnation de Jésus. Et donc après cette condamnation, la Bible énumère 14 stations, 14 étapes, la Bible parle de stations, qui sont autant donc d'étapes qui mènent Jésus de la condamnation à la mort. Donc il y a diverses étapes, hein. Il y a le moment où Jésus se saisit de la croix, le moment où Jésus trébuche, le moment où il est crucifié, etc. Et la 6e de ces stations, c'est le moment où une femme traverse la foule et brave les gardes pour venir essuyer le sang qui barbouille le visage de Jésus. C'est une façon de lui apporter son soutien. Ruy Blas ici, donc, c'est intéressant, se transforme en une figure christique, c'est-à-dire une figure héritée du Christ. On peut remarquer d'ailleurs que sa mort intervient avec la nuit. Et cette mort, donc comme celle de Jésus, vient laver le monde de ses souillures, de ses péchés. Donc ici, on a bien une première partie du dénouement qui emprunte à la tragédie, mais une tragédie qui serait teintée du mysticisme chrétien de Victor Hugo. La deuxième partie de ce dénouement entre véritablement dans le drame. C'est le moment des aveux de la reine, qui sont évidemment inconvenants. Et vous pouvez remarquer le très joli jeu des apostrophes et des pronoms. La reine commence par appeler César et le tutoyer. Et à partir du moment où elle sait qui il est et qu'il donne son nom, elle va l'appeler Ruy Blas et elle va le vouvoyer puisqu'elle ne le reconnaît pas, elle ne connaît pas cet homme-là. Et au moment où elle le reconnaît, où elle accepte de parler, d'avouer son amour, alors elle va continuer à l'appeler Ruy Blas et elle va le tutoyer.
On a un passage évidemment qui est empreint de pathétique, on a un discours et des didascalies qui évoquent le pathétique et notamment le rapprochement des corps, hein. Évidemment, c'est le moment où la noblesse d'âme s'affirme ici. La noblesse d'âme, celle de Ruy Blas, évidemment, qui meurt pour l'amour de la reine, et la noblesse d'âme de la reine qui accepte d'être amoureuse de quelqu'un qui n'a pas le rang nécessaire à cela. C'est une mort lente, vous l'avez remarqué, la critique s'en est beaucoup moquée. C'est une mort lente qui est sans cesse reportée au dernier moment. D'ailleurs, Ruy Blas se relève encore un peu, se réveille, pardon, et les didascalies montrent bien hein, cette lenteur de la mort. Les yeux au ciel, sa vue s'éteint, il tombe, il se réveille. C'est évidemment une dramatisation du passage. On va s'intéresser maintenant à la mise en relation des deux morts dans les deux drames. Alors comme je ne l'avais pas fait jusque-là, je profite de cette séance pour vous présenter un tableau de Louis Boulanger. On est au 19e siècle et c'est un tableau qui s'appelle « 6 personnages de Victor Hugo ». Donc vous reconnaissez de gauche à droite et de haut en bas Don Ruy Gomez, Don César de Bazan, Don Salluste, Hernani, Esmeralda et de Saverny qui appartient au drame Marion Delorme que nous n'avons pas étudié ensemble. La mort de Hernani pour mémoire, je me permets encore une fois de ne pas le lire et je vous propose un enregistrement, alors de très mauvaise qualité parce qu'il vient d'un disque, un vrai disque avec des rayures sur le dessus, qui vient de la collection BNF. Il est joué par Julien Berthaud et Marie-Laurence. Il date de 1960. Le ton est un peu vieilli. Il n'empêche que la fin est d'une grande émotion. Je vous laisse donc en compagnie des acteurs, comédiens. Mon père, tu te venges sur moi qui t'oubliais. Ciel, des douleurs étranges. Ah! Jette loin de toi ce filtre. La raison s'égare. Hélas, mon donjon, ce poison est vivant. Ce poison dans le cœur fait éclore une hydre amuse qui ronge et qui dévore. Ah! Je ne voulais pas qu'on souffrit à ce point. Qu'est-ce donc que cela? C'est du feu. Ne vois point. Je souffrirai trop. Oh, ton âme est cruelle. Pouvais-tu pas choisir d'autres poisons pour elle? Que fais-tu? Qu'as-tu fait? Viens, ô mon jeune amant, dans mes bras. Est-ce pas qu'on souffre horriblement? Non. Voilà notre nuit de noces commencée. Je suis bien pâle, dit pour nous ainsi. Désespoir, oh tourment, Donia Sol souffrir et moi le voir. Calme-toi, je suis nue. L'air des clartés nouvelles, nous allons tout à l'heure ensemble ouvrir nos ailes. Partons d'un vol égal vers un monde inédit. Rendez-vous seulement. Rendez-vous. Oh douleur. Oh béni soit le ciel, qui m'a fait une vie d'abîmes entourée de spectres suivis, mais qui permet que là d'un si rude chemin, je puisse m'endormir ma bouche sur ta main. Viens, viens, Donia Sol, toutes les sols. Souffres-tu? Rien, plus rien.
Vois-tu des feux dans l'ombre? Pas encore. Voici mort. Non! Mon frère, nous dormons. Il dort. C'est mon époux qui nous unit. Nous sommes couchés là. C'est notre nuit de noces. Ne le réveillez pas, Seigneur, dites-moi douce. Il est là. Mon amour. Tiens-toi vers moi, tourné. Plus près. Plus près encore. Oh, je suis famé. Alors l'enregistrement est effectivement de très mauvaise qualité. Il n'empêche que j'avais très envie de partager avec vous cet extrait parce que je le trouve très poignant. Alors on se lance dans une comparaison. Quel point commun, quelle image de la mort dans les deux dénouements des deux drames romantiques? D'abord, la mort se fait en couple systématiquement. Même si les deux ne meurent pas dans Ruy Blas, il n'empêche que le couple est réuni au moment de mourir, au moment où l'un meurt. C'est donc sans doute la mort, le moment où l'amour se dit, se voit, se prouve le plus. C'est le moment, dans les deux pièces, de l'affirmation de la noblesse d'âme des protagonistes. Dans les deux textes également, dans les deux pièces, pardon, également, il s'agit d'une mort par le poison. Alors pourquoi une mort par le poison? Eh bien, c'est une mort qui est très lente, qui permet donc le spectaculaire et le pathétique. Les deux, évidemment, chevaux de bataille de Victor Hugo. Et c'est particulièrement vrai dans Hernani où Donia Sol insiste sur les douleurs qu'elle ressent. Et la mort par le poison a une deuxième caractéristique, c'est qu'elle respecte la bienséance. Alors, bien sûr, vous allez me dire que la bienséance, par ailleurs, dans les drames, n'est pas respectée. On voit des lames nues à plusieurs reprises. Oui, mais sans doute, c'est une hypothèse que je formule, Victor Hugo choisit-il de respecter la bienséance au moment du dénouement parce qu'il est important qu'à ce moment-là, le lecteur ne soit pas, le lecteur ou le spectateur ne soit pas choqué ou distrait par des questions de querelle esthétique et qu'il soit tout entier à ce qui se joue sur la scène. Donc le poison permet finalement que chacun renoue avec ce qui se passe sur scène sans s'intéresser à la dimension morale de la pièce. Le poison suppose par ailleurs, dans les deux drames, un suicide, une mort que l'on se donne à soi-même, puisque les personnages ne sont pas empoisonnés à leur insu, ils boivent le poison. Ça pose donc la question du rapport qu'a le héros romantique à la mort. Et donc, si ça pose la question du rapport du héros à la mort, ça pose la question, bien entendu, du rapport du héros romantique à la vie. Dans les deux extraits, on retrouve le terme rien. Que fait-il? Rien, rien, plus rien. Se dessine ici l'idée que la mort est un détail, n'est pas grand-chose. Et Victor Hugo écrit par ailleurs dans Notre-Dame de Paris, me semble-t-il, il écrit à propos de la mort, un mauvais moment, un péage, le passage de peu de choses à rien. Ce que l'on voit ici, c'est l'idée qu'il y a après la mort autre chose et que la mort est quelque chose que l'on redoute, mais qu'elle n'est effectivement que ce passage vers quelque chose de meilleur. On retrouve cette référence à la vie après la vie, après la mort, et référence au ciel, donc, dans les deux extraits qui nous intéressent, puisque Ruy Blas dit merci à la reine. Alors sans doute merci de l'appeler Ruy Blas, mais peut-être aussi merci de lui offrir cet accès
à ce monde meilleur, à ce qu'il appelle ce monde meilleur. Et on a effectivement cette même idée avec Ce n'est que la mort. Je vous offre un petit extrait issu des Contemplations et il est question dans cet extrait de cette même idée. Ne dites pas mourir, dites naître, croyez. On arrive homme, deuil, glaçon, neige, on se sent fondre et vivre, et d'extase et d'azur s'emplissant, tout notre être frémit de la défaite étrange du monstre qui devient dans la lumière un ange. Alors vous corrigerez évidemment, j'ai écrit montre qui devient dans la lumière un ange, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Alors dans ce très beau poème, finalement on retrouve la même chose que dans les deux dénouements qui nous intéressent. C'est-à-dire que la mort est un passage, et un passage qui va emplir l'être d'autre chose que ce qu'il avait jusque-là, c'est-à-dire deuil, glaçons et neige. Ça, c'est la façon dont Victor Hugo considère la vie. Et il va s'emplir donc cet être jusqu'à devenir un ange. Donc la mort, dans ce poème et également dans les drames romantiques, c'est ce qui va transformer le personnage en autre chose qu'un homme, c'est-à-dire en un héros sublime, un ange. Un ange, c'est quoi? C'est un être supérieur à l'homme et inférieur au divin, c'est-à-dire un héros. J'en viens maintenant au sujet de dissertation que je vous propose pour aujourd'hui. Peut-on dire que la mort n'est rien dans les drames de Victor Hugo? Évidemment, je vous laisse réfléchir à la question et déposer vos plans dans les commentaires du blog. Je rappelle qu'il faut cliquer sur l'article, l'ouvrir et aller tout en bas de la page pour trouver les commentaires. Sans quoi, évidemment, vous me les envoyez par courriel. À tout de suite.